Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Patrick Martinmattera, Laurence Bernardtanguy, Alexandre Lévy, Virginie Martinlaud, Martine Ménard-Huneau, Pascal Peretti et Mathilde Sailloté. Ce livre rassemble certaines des communications et conférences qui furent données lors du colloque international organisé par la composante angevine, clinique psychanalytique, processus psychique et esthétique, du laboratoire EA 4050, recherche en psychopathologie, nouveaux symptômes et liens sociaux. Ce colloque, intitulé Nouvelles technologies, nouvelle psychologie, éduquer, soigner, abuser aujourd'hui, eut lieu à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers, les 15, 16 et 17 novembre 2017 avec la participation active des associations Aladdin, Maison d'enfants et de jeunes CIS à Angers et Paris Aide aux victimes. 3 grands axes orientèrent les communications et les débats en table ronde. La cyberclinique et le cybersoin. La cyberéducation. Le cyberlien et le cybersocial. Le comité d'organisation était composé de Nicolas Arnoux, Association Aladdin, Laurence Bernardtanguy, UCO Angers, Carole Damiani Assos. Paris Aide aux victimes, Géraldine Gupfert Assos. Aladdin, Alexandre Lévy, UCO Angers, Patrick Martinmattera, UCO Angers, Martine Ménard-Huneau Assos. Aladdin UCO Angers, Pascal Peretti, UCO Angers, Mathilde Saillet, UCO Angers. Les partenaires étaient l'Université de Brest, l'Université de Poitiers, l'Université Rennes 2, l'Université catholique du Pernambouc, UNICAP Recife, Brésil, l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR Québec, Canada. L'Association Aladdin, Angers, l'Association angevine d'aide aux victimes d'abus sexuels, AAVAS, l'Association Paris Aide aux victimes, PAV 75, Harmonie Mutuelle, la Maison des adolescents, l'Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux URIOPS. La thématique de ce colloque relève d'un questionnement très actuel qui certes intéresse l'ensemble de la société d'aujourd'hui, mais qui touche particulièrement le domaine des sciences de la subjectivité parmi lesquelles la psychologie et la psychanalyse occupent une large part. Notre société numérique connaît une révolution technologique qui modifie les rapports au temps et à l'espace, c'est-à-dire au monde et aux autres. L'intimité, les relations sociales, le positionnement à l'égard de la loi, les modalités de la rencontre, la relation au plaisir et à la jouissance, à l'information et au savoir, à l'engagement, au contrat, à l'identité et bien d'autres aspects encore du lien à soi-même et à l'autre, semblent profondément modifiés. Sont-ils pour autant facilités, amplifiés, accélérés, transformés, transcendés ou au contraire empêchés, court-circuités, manipulés, falsifiés, pervertis ? Quelles peuvent être les incidences de ces nouvelles technologies sur les pratiques dans les domaines de la psychologie, de la santé, de l'éducation et dans les professions de l'accompagnement, de la prévention et de la justice ? 1. Pour introduire au débat. Rythme et NTIC, synchronicité du lien, asynchronicité des sujets. Véronique Donard. La réalité n'est qu'une illusion, quoique très persistante. Albert Einstein. L'affirmation en exergue, bien qu'ayant été proférée il y de cela plus d'un siècle, nous permet aujourd'hui de mieux saisir certains aspects de notre rapport à une réalité qui s'impose à nous de façon chaque fois moins virtuelle et de plus en plus réelle, à savoir, celle qui découle de notre usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Car nous avons vu émerger, tissé par le réseau de nos communications, un espace-temps à part entière, un cyberespace-temps, dans lequel nous circulons, transitons, vivons, communiquons, déployons une vie affective, économique, politique. Cet article se donne ainsi pour but de réfléchir, d'une part, à notre capacité de vivre dans ce nouvel espace-temps et d'y tisser des liens, et d'autre part, à notre façon de concilier les données de réalité induites par le numérique et celles que nous croyons acquises et habituelles. Comment y gérons-nous nos perceptions spatio-temporelles ? Ont-elles un impact sur la qualité de nos communications ? Sur nos vies ? 1. Rythme et spatio-temporalité. Il est intéressant de constater que bien que nous connaissions l'incomplétude, voire l'inexactitude des théories euclidiennes et newtoniennes sur l'espace et le temps, nous continuons de nous y référer au quotidien,
puisque la plupart du temps nous considérons tant le temps comme l'espace comme des données stables et absolues. Cela étant, nous ne les concevons pas de la même façon. Alors que l'espace est directement perceptible par les sens, formant une réalité déjà là, plus immédiatement concevable, la temporalité ne nous est acquise qu'après une opération mentale qui mesure la durée et la vitesse d'un trajet entre deux points, le jour et la nuit, la naissance et la mort, l'espace entre deux battements de cœur. C'est là ce que Heidegger appellerait une conception spatiale du temps. Dans cette façon de procéder, de façon générale, nos premiers repères se déduisent de notre perception de notre propre corps et de notre environnement bioclimatique, ces deux réalités étant intimement intriquées. Ces perceptions nous permettent d'établir des notions de temporalité qui nous sont immédiatement compréhensibles, assimilables et transmissibles. Pourtant, Einstein et Minkowski ont bien démontré, il y a de cela plus d'un siècle, que le temps dépend de la situation dans l'espace de l'observateur et qu'il est par conséquent relatif. Ils ont mis en évidence que l'on ne peut penser séparément spatialité et temporalité, car ces deux dimensions s'influencent mutuellement à un point qu'elles forment une réalité inséparable. Un continuum espace-temps à 4 dimensions. Quelques années plus tard, la théorie de la relativité générale vient montrer que ce continuum espace-temps se déforme en fonction de l'influence des masses gravitationnelles, et qu'il se présente sous un aspect de courbe, en mouvement et en expansion. Un mouvement caractérisé non seulement par la malléabilité de sa forme, mais également par la vitesse qui l'anime. De ce temps-espace toujours en mouvement et de la relativité de nos perceptions sensorielles, nous parvenons pourtant, grâce à la constance et à la répétition des phénomènes perçus, à déduire un ordre apparent. Le fait de percevoir ces repères comme faisant partie d'un tout cohérent permet d'envisager leur répétition comme une rythmique, la vitesse du mouvement déterminant le tempo. Le rythme est donc la meilleure traduction de notre perception de l'ordre de ce qui se présente d'abord comme un désordre, ou comme une non-organisation. Nous conviendrons cependant que si l'espace-temps dans lequel nous vivons est marqué par la relativité, dépendant de facteurs toujours en mouvement, notre perception et notre interprétation de la réalité est de même relative. En ce sens, nous attribuons une fonction de présent à des événements qui pour la plupart ont déjà eu lieu au moment où nous les percevons. Pour exemple, lorsque nous regardons le ciel étoilé, nous scrutons des événements qui ont eu lieu il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années-lumière, et sommes donc les témoins du passé de l'univers dans lequel nous vivons. Par conséquent, puisqu'une nanoseconde représente une unité temporelle tout autant qu'une année-lumière, nous comprenons que notre présent perceptif est tissé par l'immédiateté du passé de l'autre. Entre l'événement de l'autre et notre perception, il y aura toujours un décalage temporel. Autrui et moi ne sommes jamais là en même temps, sauf pour un observateur tiers. Où donc alors se situerait le présent ? Si nous percevons la réalité comme un enchevêtrement de phrases rythmiques, serait-ce le moment même de la pulsation, en sachant que celle-ci ne peut se concevoir sans une pulsation qui la précède et une autre qui la suive ? Si oui, le présent serait alors marqué par la transitorialité et son caractère éphémère le dissoudrait dans la sérialité dans laquelle il s'inscrit. Un présent sera toujours le passé et le futur de quelque chose, dans une continuité donnée. Pourtant, nous dit Bergson, nous n'avons accès à la temporalité des choses qu'à partir d'un temps intérieur, subjectif. Mais cette durée immédiatement perçue, sans laquelle nous n'aurions aucune idée du temps, est aussi pour le philosophe, tissée de la continuation de ce qui précède dans ce qui suit, continuité qui est une mémoire intérieure au changement lui-même, mémoire qui prolonge l'avant dans l'après et les empêche d'être de purs instantanés apparaissant et disparaissant dans un présent qui renaîtrait sans cesse. Hermann Lübbe dirait alors que le présent est formé par la durée, pendant laquelle l'espace de l'expérience et l'horizon d'attente coïncident. Il est donc important que ce laps de temps qui est à la fois une durée et un espace, où nous apprenons de nos expériences et planifions nos actions, soit suffisamment stable et étendu pour que ces processus puissent avoir lieu. Or, nous dit Lübbe, nos sociétés occidentales, de par l'accélération des vitesses de l'innovation culturelle et sociale, sont précisément caractérisées par la compression de ce présent. Pour comprendre ce phénomène d'accélération et son impact négatif sur la fiabilité de nos expériences et de nos attentes, rétrécissant le socle de ce que nous nommons ici présent, nous pouvons nous référer aux travaux d'Hartmut Rosa.
2. Accélération et synchronicité. Dans ses ouvrages sur l'accélération, Rosa soutient que les pays occidentaux, depuis le début de l'industrialisation, se trouvent aux prises avec un triple processus d'accélération technique, du changement social et du rythme de vie. Il soutient que, de par la pression que l'accélération technique exerce sur nos quotidiens, le régime spatio-temporel de nos sociétés s'en trouve transformé, car l'accélération dérègle notre perception du temps, impactant nos rythmes de vie et provoquant une famine temporelle. Il s'interroge alors sur le paradoxe suivant. Comment se fait-il que les progrès techniques, qui permettent de réaliser plus rapidement des actions, au lieu d'élargir le champ spatio-temporel du sujet postmoderne, le rétrécissent? La réponse se trouve dans le fait qu'ils ne font que rendre possible l'augmentation du nombre d'épisodes d'action ou d'expérience par unité de temps, et que l'accélération n'est pas la conséquence des progrès techniques. Ceux-ci n'en sont que les conditions de possibilité. L'accélération est le propre de l'humain. De même, ce phénomène d'accélération continue du tempo qui rythme nos vies sociales a un impact direct sur notre perception de l'espace. Il semble, dit Rosa, que l'espace se contracte virtuellement par la vitesse des transports et de la communication. Nous comprenons alors que de nos jours, l'enjeu de la question spatio-temporelle ne se situe plus au niveau de la durée, mais bien de la vitesse. Car si la vitesse rétrécit la durée, elle en fait de même avec l'espace qui correspond à cette dernière. Plus le temps s'accélère, moins nous avons d'espace. Et moins nous avons d'espace, moins nous avons de temps. Or, ce processus a un impact direct sur notre condition de sujet. Je précise que j'emploierai ici le terme « sujet », dans sa conception philosophique et notamment aristotélicienne, à savoir que le sujet est non seulement celui qui est déterminé par son prédicat, mais celui pour qui se conjuguent dans l'existence, le faire et l'être. Kant, dans la critique de la raison pure, fait de l'espace et du temps des conditions originairement inhérentes au sujet, conditions auxquelles se soumet sa sensibilité. Cela signifie que la capacité perceptive du sujet sera impactée par les possibles fissures dans ces conditions spatio-temporelles. Si vous touchez à l'espace-temps, vous touchez au sujet et à sa perception de la réalité. Nous avons ici suffisamment d'éléments pour penser certains aspects des communications à distance. Lors de l'usage de la caméra, la qualité grandissante du support numérique favorise l'immersion, attribution de réalité à ce qui se passe sur l'écran, de telle sorte que l'expérience sensorielle du corps de l'autre, dans la sensation d'immédiateté qui la caractérise, devient possible. J'ai cité ailleurs Lévinas pour caractériser cette épiphanie du visage qui advient dans une séance par webcam. Nous avons alors à composer avec l'évidence du décalage spatio-temporel et cette expérience d'immédiateté. Il est 9h du soir à Recife le 25 octobre alors que chez mon correspondant à Tokyo, il est 9h du matin du jour suivant. Mon interlocuteur a froid et porte une écharpe, je suis en t-shirt et en jupe. Il finit sa journée alors que je commence la mienne. Pourtant, l'évidence de notre synchronicité permet d'attribuer à ce moment un statut de présent et à l'écran un statut de lieu. Nous nous trouvons donc bien face à une dimension spatio-temporelle inédite, aussi éphémère que réelle, qui dure le temps d'un Skype ou d'un FaceTime. Comment faisons-nous pour gérer tout cela? Le rétrécissement de notre présent et son avènement là où sa transitorialité n'en est que plus évidente? Dans quelle continuité et quelle rythmique nous inscrivons-nous? Comment pensons-nous notre espace face à l'évidence de sa malléabilité? Peut-être notre façon d'habiter le temps et l'espace est-elle de nous installer dans un tempo régulier, dans une vitesse de traversée. Le tempo peut tout à fait être rapide, mais doit permettre de sentir la cohérence de la mesure rythmique. Nous pourrions alors comprendre combien les facteurs de stress qui caractérisent actuellement notre société occidentale peuvent s'expliquer par ce vertigineux et ascensionnel décalage. Si jusqu'à présent nous avions maille à partir avec l'impossible synchronicité entre notre présent et celui de l'autre, nous nous trouvons maintenant face à une autre impossibilité, celle de faire véritablement l'expérience de nous trouver là où nous sommes. Car nous sommes mus par ce qu'il me semble être un véritable principe d'accélération, qui, dans une perspective métapsychologique, serait le pendant du principe d'inertie. Et qui, nous disent les astrophysiciens, est le principe même de l'univers. Aujourd'hui il est prouvé que plus la matière freine son expansion, plus l'univers accélère.
Ce principe d'accélération, que l'évolution de la technique, notamment celle des nouvelles technologies, a mis en évidence parce qu'il pousse le sujet à augmenter de façon exponentielle le nombre de ses actions dans une même unité de temps, a pour conséquence d'escamoter le sujet de son action qui ne peut s'inscrire dans l'expérience. L'être et le faire ne peuvent alors coïncider. En d'autres termes, je ne peux occuper le temps et l'espace qui correspondent à mon expérience d'être là, car au moment où je réalise l'action, je n'y suis plus. Dans un sens winnicottien, nous pourrions dire qu'à chaque action nous sautons une marche, qui est celle de la créativité. Par ailleurs, les progrès techniques vont si vite que nous n'arrivons plus à nous adapter. Les mesures temporelles sont à présent des nanosecondes et des picosecondes, et les changements adviennent avant toute possibilité de perception et d'élaboration logique. Quand nous parvenons à penser la nouveauté, elle est déjà devenue caduque. 3. Évolution du cyberespace. À partir de ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous conviendrons aisément de reconnaître que le cyberespace ne constitue pas un espace-temps qui vient se rajouter à celui dont nous avons l'habitude, mais bel et bien un enchevêtrement d'espace-temps, tous aussi réels les uns que les autres. En sachant que l'attribution de virtuel serait néanmoins justifiée par le fait qu'il suffirait d'éteindre un interrupteur ou de couper un câble pour que tout cet univers, extrêmement dense et peuplé, soit, comme si d'une illusion il s'agissait. Mais que nenni, cet espace-temps est bel et bien réel. Or, ce cyberespace a lui-même évolué. Nous ne considérerons ici que ces espaces-temps fréquentés par le grand public, à savoir ce que l'on appelle le web. Nous sommes passés d'un web rhizomique à explorer, où il faisait bon flâner, tel Baudelaire dans le Paris pré-haussmannien, relu par Benjamin, à un web linéaire où nous empruntons de grandes avenues et restons scotchés à la page d'un réseau social ou d'un moteur de recherche qui, comme le ferait un centre commercial, répond à tous nos besoins. La plupart d'entre nous avons bien connu le web 1.0. Les sites d'information et les pages personnelles, les plus insensées et farfelues les unes que les autres, formaient comme des allées et des ruelles parmi lesquelles l'internaute aimait se perdre. C'est ainsi qu'est né le terme de cyberflâneur, régulièrement employé pour caractériser son exploration sans but précis, cliquant de lien en lien. Le web était alors censé rendre accessible au grand public l'idéal de ce que les chercheurs appelaient l'interneting, et fonctionnait de façon rhizomique, décentralisée et horizontale. Les hyperlinks renvoyaient vers d'autres hyperlinks, qui eux-mêmes, etc. Le vocabulaire associé à l'exploration du cyberespace naissant dénotait la perception du même comme s'il s'agissait d'un territoire liquide, toujours renouvelé. Internaute, cybernaute, surfer. Pour le parcourir, l'on devait utiliser des navigateurs qui s'appelaient Internet Explorer, Netscape Navigator, etc. Sans oublier que le préfixe cyber vient du vocable grec kubernetike qui signifie gouvernail. Par ailleurs, la lenteur de la connexion et du débit favorisait le goût de la découverte. Car pour flâner, il faut du temps. Cependant, le web, déjà, ne revêtait pas les caractéristiques de la passivité. Les termes qui caractérisaient notre déambulation dans le cyberespace montraient que, en réponse à nos errances, cette étendue liquide, pour emprunter le terme de Bauman, offrait une résistance qui la transformait alors en un territoire solide, qui conservait sous forme de données spatio-temporelles concrètes la mémoire de chacun de nos pas. Le web est ainsi rempli de nos traces, de nos marques, de nos empreintes. Les premières communautés en ligne voient également le jour et font leurs premiers pas sur les forums hébergés sur des services comme GeoCities, Tripod ou autres. Pourtant, en 2012, un article de Evgeny Morozov dans le New York Times annonce solennellement « Le cyberflâneur est mort, le Web 2.0 l'a tué ». Ce dernier a été marqué à ses débuts par 3 facteurs principaux. L'avènement des réseaux sociaux qui ont remplacé les forums, l'apparition de nombreux métavers en 3D accessibles à tout. Les métavers sont des méta-univers, des cybermondes à réalité persistante qui évoluent en permanence. Ils étaient jusqu'alors la prérogative de MMOS basés sur du texte. Le plus connu étant le très célèbre Second Life et certains MMOS comme EVE Online, et l'avènement des recherches par mots-clés. Désormais, nous n'avions plus besoin de naviguer internautes que nous étions, de page en page pour obtenir une donnée, car un mot-clé sur un moteur de recherche nous apportait un large choix de réponses. Notre nef d'explorateur est devenu un gros paquebot à moteur, dont nous ne tenons pas le gouvernail,
et sur lequel nous nous contentons de regarder vers les directions signalées à l'avance. Le Web 2.0 a cependant, de façon générale, permis l'apparition des MMOS, qui continuent à regrouper des milliers de joueurs connectés de par le monde, et les membres des communautés en ligne ont pu commencer à échanger et à communiquer en temps réel. Le présent apparaissait alors de toute évidence comme la conjonction ici et maintenant, en ce lieu et en ce temps de la multitude des présents des internautes, chacun évoluant dans un espace-temps distinct. Cependant, la politique de certains réseaux sociaux, dont le meilleur exemple est Facebook, a été dès leur début de promouvoir le collectif au détriment de l'individuel. Le tout social et collaboratif a été affirmé par les dirigeants de Facebook comme la vision idéale d'un web qu'ils s'emploient à construire avec détermination. Le partage s'inscrit par défaut dans nos actions. L'acte réellement décidé ne correspond pas au partage, mais bien au non-partage. Même s'il présente des aspects où le collectif et le partage sont, plus qu'une idéologie, une réalité utile ou agréable à vivre, il faut reconnaître que sous des auspices de liberté, le Web 2.0 des réseaux sociaux et des moteurs de recherche est le lieu du cloisonnement. Alors que tous nos besoins sont satisfaits, que nous avons tout sur place et n'avons nul besoin d'aller chercher ailleurs, cette liberté n'est qu'apparente. Nous sommes aussi libres de nos mouvements et de nos choix que nous le sommes dans un centre commercial à l'américaine, où tout est mis en œuvre pour donner l'impression de la flânerie. Car nous ne sortons jamais de la même page, que nous faisons défiler presque à l'infini. Cela s'appelle le scrolling. Et nous nous apercevons alors que non seulement nos besoins sont satisfaits, mais qu'ils tendent à être progressivement façonnés par le réseau social, tout comme l'est notre mémoire et par conséquent notre avenir. Nous constatons donc que le Web 2.0 participe du phénomène d'accélération et contribue à rétrécir le socle de notre présent. Aujourd'hui, le Web 3.0 nous confronte à une autre réalité, il est intelligent. Cela ne nous est pas encore tout à fait évident, mais voici déjà quelques années que le web apprend tout seul, c'est ce que l'on nomme le deep learning ou le machine learning, et qu'il pense pour nous. Qu'il nous pense. Il nous rêve même, deep dreaming, et devient ainsi le miroir de notre inconscient numérique. Les intelligences artificielles, IA du web, dont quelques exemples seraient Google Brain ou Facebook Artificial Intelligence Research, nous précèdent et nous attendent. Elles procèdent par anticipation. Si l'IA nous attend là où nous décidons de ne pas aller, elle apprendra de son erreur et améliorera sa possibilité de se situer la prochaine fois, là où nous irons. Ainsi, nous comprenons que s'il existe de toute évidence un décalage entre moi et autrui, qui a pour conséquence de faire de mon présent le moment témoin du passé d'autrui, il existe de même un décalage entre nous et les intelligences artificielles. L'IA, en anticipant notre présent, se place dans un avenir prévisible où elle nous attend. Et en s'adaptant de telle façon à nos goûts, coutumes et besoins, elle finit par être à l'initiative de nos actions. Mais surtout, se met en place progressivement de notre part une relation à l'intelligence artificielle qui en fait non seulement le réceptacle, mais aussi le destinataire de nos affects. Nous assistons ainsi à l'attribution, chaque fois plus fréquente, d'une intentionnalité et d'une affectivité à l'IA. Comment agirons-nous lorsque cette intelligence artificielle sera parvenue à une puissance qui nous dépasse totalement? Stephen Hawking disait ainsi en 2016, lors d'une conférence à l'université de Cambridge, que la création d'une super-intelligence artificielle sera soit la meilleure soit la pire des choses jamais arrivées à l'humanité. Conclusion. Il ne s'agit cependant pas de ressasser des inquiétudes ou des pensées pessimistes, quoi qu'en disent Bill Gates, Elon Musk ou Stephen Hawking. Certes, nous sommes passés de la cyberflânerie à une errance qui tourne en rond, dans laquelle les IA prennent de plus en plus d'importance. Mais c'est sans compter avec la créativité de l'humain et sa capacité à jouer avec la réalité. Depuis les débuts du Web 2.0, est apparue une autre modalité de flânerie, une façon de réintroduire de la lenteur dans les espaces-temps issus des processus technologiques, et d'imposer une non-prévisibilité aux intelligences artificielles. Une façon de déconstruire et de désaccélérer. De subvertir et de s'approprier le cyberespace. Nous avons vu surgir le Meta-Wanderer, vagabond ou nomade digital qui parcourt les métavers, qui les observe, et surtout, qui s'amuse à créer à partir de ces données.
Je parle notamment des machinima et de l'art digital, non celui qui est produit en utilisant le numérique comme moyen, ni même comme fin, mais celui qui s'infiltre dans les univers numériques pour en ces lieux créés. Des films ou des documentaires tournés entièrement sur Second Life, des expositions de photographies prises dans des jeux vidéo, des musées consacrés à l'art digital, voilà tout autant de façons de réintroduire de la créativité dans notre société numérique, d'y réintroduire de l'être. Plus notre monde accélère, plus il est important d'y injecter de la lenteur. Et il semble que la créativité ludique et l'expression artistique en soient encore le meilleur moyen. Bibliographie. Bergson, H. 1922, Durée et simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein. Paris PUF 1968. Donna Harvey 2016, Corps et expériences spatio-temporelles dans les psychothérapies via webcam, Ine Regno et E. Costa Fernandez, E. accent aigu DS. L'interculturel aujourd'hui, perspective et enjeux. Paris, édition. L'Harmattan, page 333-342. Kant, E. 1997, Esthétique transcendantale, critique de la raison pure. Paris, Aubier. LAUSBERG, A. 2005. Le temps selon Newton et Einstein, Bulletin de la Société royale des sciences de Liège, en ligne, volume 74, numéro 4, page 271 à 283. URL http://popup.ulg.ac.be/0037-9565/index.php. id égale 287. Louvet B. Pour Stephen Hawking, l'intelligence artificielle sera soit la meilleure soit la pire des choses jamais arrivées à l'humanité, insciencepost.fr. Publié le 22 octobre 2016 à 13h41. URL http://stephen-hawking-l'intelligence-artificielle-soit-meilleure-soit-jamais-arrivée-soit-l'humanité. Consultez le 14-11-2017 à 18h30. Morozov, E. The Death of the Cyberflanner. The New York Times, Feb 2012. URL https://www.nytimes.com/2012-02-05-opinion/Sunday/ The Death of the Cyberflanner HTML. Consultez le 30-10-2017 à 20h. Paty, Monsieur, 1998, Les 3 dimensions de l'espace et les 4 dimensions de l'espace-temps in des Flamands Dimension. Paris, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, page 87 à 112. Rosa, H. 2017, Aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive. Paris, La Découverte. Prendre soin à l'ère du numérique. Marie-Josée Delvé OLGO. En guise de préambule. Muriel est infirmière à l'hôpital depuis plusieurs années, en cancérologie pédiatrique ces dernières années. Elle a choisi son métier par vocation qu'elle fait remonter à ses 9 ans, lorsqu'à cet âge elle a découvert dans le livret de famille qu'elle avait un frère aîné et qu'il était décédé à sa naissance. Muriel aime son métier, elle en reconnaît les difficultés, devoir accompagner les enfants dans la maladie et parfois jusqu'à leur mort. Et de cela elle ne peut pas parler autour d'elle. Déjà les adultes malades c'est compliqué d'en parler, mais les enfants c'est impossible. Muriel pourtant va décider un jour de quitter l'hôpital et ce métier d'infirmière. Elle raconte cette décision simplement, tranquillement. Avant ce jour décisif, elle avait accompagné une jeune fille dans la maladie et le dernier jour elle lui avait fait sa toilette mortuaire et l'avait transportée jusqu'à l'amphithéâtre, nom poétique donné à la morgue dans cet hôpital parisien. Dans ce dernier moment, l'ascenseur tombe en panne et la jeune fille décédée, ses parents, les brancardiers et elle-même vont rester une longueur coincés dans l'ascenseur. Le lendemain dans son service, la cadre veut la voir. Muriel s'attend à ce qu'elle lui demande comment se sont passés ces derniers moments. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Muriel a droit de la part de la hiérarchie à un avertissement pour non-respect de la procédure requise dans le cas d'une patiente décédée. Elle a commis la faute de ne mettre qu'une étiquette au lieu des 2 étiquettes obligatoires. Muriel décide le lendemain de quitter l'hôpital. Les procédures, la numérisation, sont ce que l'institution reconnaît comme activité.
La complexité des situations concrètes se trouve réduite à sa plus simple expression. Par exemple, ces étiquettes avec leur code barre, exigées en préambule à tout acte de soin. Déshumanisation une fois de plus. Et ce n'est pas l'étiquette en soi d'ailleurs qui pose tellement problème. C'est bien plutôt ceux qui leur donnent une telle importance, et qui ce faisant appauvrissent la complexité des relations humaines et leurs propres expériences quotidiennes. Des robots et des hommes. Les attentes et les exigences déshumanisantes à l'égard des travailleurs, les progrès techniques sans limite, rendraient tout à fait légitimes ces robots capables dans le futur d'exécuter les activités dégradantes, sales, dangereuses, indignes, demandées aujourd'hui aux hommes. Les robots seront dans le futur, bien plus performants que toutes les machines automatiques que nous connaissons aujourd'hui. Le mot robot a l'époustouflante postérité, comme le souligne Brigitte Munier 2011 dans la préface du livre de Karel Čapek, apparaît pour la première fois en 1920 dans la pièce de théâtre RUR. Rossum's Universal Robot de l'écrivain tchèque, Čapek 1920. Rossum est ce scientifique génial qui invente les robots et dont la production en masse enrichit en milliards Harry Domin, le jeune directeur des entreprises RUR. Les robots imaginés dans la pièce sont bien mieux que l'homme. Ils sont plus intelligents et cerise sur le gâteau, ils n'ont pas d'âme, Čapek 1920 page 31. Le robot est cet ouvrier qui a le minimum d'exigence, Ibidem page 31. Parfaitement adapté aux besoins de l'homme, le produit de Rossum est techniquement supérieur au produit de la nature, idem. Les robots de Čapek ne connaissent pas la mort et par conséquent ils n'en ont pas peur. Ils finissent tout simplement à la casse, Ibidem page 57. Une main-d'œuvre de rêve en somme. Robota signifie en tchèque travaux forcés, corvée, servitude. Robotnik veut dire travailleur en polonais et rab est un mot russe qui signifie esclave. Au passage, il ne me paraît pas anodin que l'Arabie saoudite ait donné la citoyenneté à un robot ayant l'apparence d'une femme, non voilée pour le coup. Une mise en scène éloquente. La pièce de théâtre de Čapek se situe dans la veine explorée avant lui, du hiatus entre la surestimation du progrès scientifique et le désintérêt pour l'évolution morale et sociale de l'homme, Munier, 2011 page 11. Dans la pièce, les millions de robots remplacent les hommes et les conduisent à l'inactivité, à l'oisiveté. Les hommes deviennent inutiles dans un monde utopique. Voici ce que dit le vieil architecte Alquist à Hélène, la très jeune femme de la pièce. Pas besoin de faire le moindre geste pour manger, on vous le met directement dans la bouche. Pas besoin de faire le moindre mouvement, les robots de demain arrangent tout. Nous, l'humanité, le sommet de la vie, rien ne nous intéresse plus, ni les enfants, ni le travail, ni la misère. Sauf une chose bien sûr, les plaisirs, les jouissances, il en faut le plus possible et le plus vite possible. Et vous voudriez des enfants ? Hélène, à quoi bon pour des hommes qui ne servent à rien ? Čapek 1920 page 100. Face à une humanité tombée en décadence, les robots avec le temps plus humains que les hommes se révoltent contre leurs maîtres et réinventent, dit l'écrivain, l'amour, les larmes, le sourire, l'amour entre un homme et une femme, Ibidem page 218. Le message de Čapek, c'est que la finalité humaine, c'est le soin de l'âme avant toute autre chose. Et si les hommes espèrent s'en passer, ils périront et une autre humanité verra le jour, sans les hommes. L'autre message de Čapek dans sa pièce de théâtre, c'est de nous dire que la richesse humaine tient aussi dans toutes ces tâches jugées subalternes parce qu'elles obligent bien plus que d'autres à tenir compte de l'autre. Le soin dans son sens commun, prendre soin, assure un progrès humain alors que les fonctions de domination, celles de l'autorité désincarnée, font plus facilement courir le risque de la déshumanisation, de la perte de sensibilité et de sens. Le message de Čapek peut être entendu par nombre de nos contemporains comme une vision romantique, rétrograde et nostalgique. De quoi aurions-nous peur ? Ces robots sont utiles aux humains, et c'est notre technophobie qui en fait un danger plus que les robots en eux-mêmes peut-être. Sauf que nous sommes sans cesse dans nos activités entraînés vers la technique, soumis aux machines, aux ordinateurs et au numérique aujourd'hui présents dans la moindre parcelle de nos existences, et de cela nous ne saurions en être quittes. Les réseaux sociaux ont envahi nos vies et les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ne sont pas les créatures de Frankenstein d'hier surgies de l'imagination débordante de la romancière Mary Shelley, ils sont nos réalités d'aujourd'hui. La technique, l'innovation, c'est la modernité quand les activités de soins ancestrales relèvent de la tradition. Une tradition qui ne fait pas rêver les jeunes générations,
ou les capitaines d'industrie attirés par la nouveauté. Aux hommes et aux femmes de basse condition sont réservées les activités domestiques et le soin que celles-ci recouvrent. Le soin se perd quand la technique progresse. Alors quittons le monde de Karel Čapek et de la science-fiction pour tenter de remettre à leur juste place ces inventions humaines que sont les techniques, appelées aujourd'hui savamment innovations technologiques, le numérique et les fameux robots qui envahissent la planète. Le robot est une machine, rappelait ce roboticien de renom, Jean-Paul Laumon, enseignant la robotique à l'INS, le robot n'est qu'une machine. Et ces innovations font plus rêver que ce qu'elles promettent dans la réalité. En attendant de revenir sur ce point, prenons juste ces exemples récents qui seraient des échecs alors même qu'ils s'annonçaient comme des révolutions majeures à l'université ou dans le domaine de la santé. Ainsi les MOOC feraient pchit, et Watson rencontrerait ses limites, ce système d'intelligence artificielle lancé par IBM en 2014 pour aider les médecins à choisir le meilleur traitement pour leurs patients. Toujours à un stade d'apprentissage, le supercalculateur Watson aurait besoin de plus de données pour s'améliorer selon IBM. C'est croire ce faisant, que le progrès est une question de calcul et de quantité de données à traiter. Autre échec cinglant, les fameuses ECN qui ont remplacé en 2004 le très difficile et exigeant concours de l'internat et ces ECNI, informatisés, en 2016. Le professeur Jean-Luc Dubois-Randé, patron de la conférence des doyens, promet que les ECN seront supprimés, c'est la pire chose qui existe. Et ne parlons pas d'APB, Admission Post-Bac, ce site web du ministère de l'Éducation nationale pour l'admission des lycéens de terminale à l'université, une affectation par algorithme qui s'est révélée un fiasco total. Comment remettre de l'humain dans une numérisation poussée à l'extrême ? C'est un véritable défi que Parcoursup ne semble pas plus à même de pouvoir relever. Ceci pour dire que nous nous devons d'être attentifs à ne pas donner trop d'importance, en bien ou en mal, à ces inventions qui doivent être ramenées à leur juste place et fonction. L'homme est capable d'inventions, de créations qui peuvent nous en dire bien plus long sur notre société que ces pauvres étiquettes numériques ou les plus sophistiqués des robots, ou que ces systèmes d'exploitation dont on pourrait tomber amoureux. Celui auquel je fais allusion ici est en fait, ne l'oublions pas, une voix, plus qu'une innovation technologique, voix de la merveilleuse Scarlett Johansson du filmeur. Il est vrai que nous avons besoin de fiction, de récits et de rêves. Ces fictions n'ont pas forcément besoin des techniques et du numérique même si elles sont ancrées dans notre modernité, celle d'Internet et de l'ordinateur. Je ferai un détour ici par cette niche économique et ce phénomène nouveau, celui de la Love Doll née en 1981 au Japon, pays de référence dans le domaine de la robotique née en 1961, 20 ans avant les Love Dolls. Les Love Dolls ne sont pas des robots sexuels. La Love Doll n'est pas un robot contrairement aux idées reçues, et le robot sexuel, sex-robot ou sex-bot, auquel elle est assimilée n'existe pas encore à ce jour. Le robot sexuel à concevoir serait cette machine, anthropomorphique ou non, destinée à permettre une connexion émotionnelle entre elle et un humain et gratifier son utilisateur d'un plaisir sexuel. Une machine qui aurait la fonction d'un assistant sexuel. Or la poupée n'est pas une machine à masturbation. JR 2016A, page 208. Selon les concepteurs et fabricants des Love Dolls, l'anthropologue Agnès Giard qui a consacré un très bel ouvrage aux Love Dolls au Japon, intitulé très opportunément Un désir d'humain, résume ce fait ainsi. Pour qu'il y ait de la présence, de la vie dans la poupée, il faut qu'il y ait une absence, un trou entre ses cuisses. Ibidem, page 209. Les faux utilisateurs, selon les fabricants, ceux qui se servent de la poupée comme un substitut sexuel, comparés aux vrais qui aiment les poupées pour elles-mêmes, les gardent moins d'1 an. Les mauvais clients seraient des losers, ceux qui n'arrivent pas à trouver de vraies femmes dans la vraie vie, cela nuise aux intérêts de la marque, Ibidem, page 209, et sur les réseaux sociaux ils évaluent la Love Doll comme un quelconque produit de consommation, déplorent les fabricants. Ce phénomène reste très modeste en nombre, comparé à la douzaine de millions de célibataires, dont 1 million environ de veufs et divorcés, qui pourraient potentiellement acquérir ces poupées et seulement 3800 poupées sont produites par an au Japon. Dérivée des personnages de jeunes filles de manga, la poupée est cette forme de personne qui ne peut se réduire à un instrument sexuel. La tête achetée en premier par les dollars se trouve conçue dans un lieu isolé du reste de l'atelier, une sorte de sanctuaire,
le travail sur le regard est particulièrement élaboré et le vagin est volontairement amovible. Les dollars, tout en utilisant les réseaux sociaux autour de leur poupée, ont une relation singulière avec elle. Lui conférant une âme, la Love Doll s'inscrit dans la culture japonaise qui veut que tout objet du quotidien quel qu'il soit et dont on prend soin possède une âme, devient vivant. Dans le Shinto, l'âme se trouve dans tout ce qui existe. La poupée a une vie. Elle naît, elle meurt, elle soigne aussi. Le fait que le vagin soit détaché de la poupée contribue à faire d'elle un objet à cheval entre l'univers du jeu et celui du soin, écrit Agnès Giard, Ibidem, page 257. Un respect lui est dû, respect digne de celui que l'on accorde habituellement à un humain ou à une œuvre d'art. Certains fabricants vont jusqu'à réparer des poupées, plutôt que simplement les remplacer. Citons l'exemple de cette poupée accidentée alors qu'elle se trouvait dans un coffre de voiture. Le fabricant l'a faite survivre par transplantation. Ibidem, page 281. Tout en demandant un prix inférieur à celui d'une poupée de remplacement, alors qu'il a dû fournir un travail de réparation colossal. Le phénomène de la Love Doll s'inscrit pourtant bien dans notre société formatée par Internet avec toute sa complexité. La Love Doll n'est pas un robot, cet objet de la modernité, certes elle représente une très jeune femme, mais immobile et silencieuse, à l'allure ingénue et à l'air démunie. Poupée d'amour associant deux mots intemporels, elle n'en est pas moins ancrée dans notre modernité virtuelle. Pour Tsuruisa, l'ingénieur visage d'Orient Industries, le diagnostic concernant les dollars se situe dans ce monde-là. Pour lui, l'enfermement devant l'ordinateur n'a donné naissance qu'à des générations de célibataires à problème. La poupée fait partie intégrante de ce rapport au monde très cérébral. Moi personnellement je trouve cela très triste. Nous vendons jusqu'à 40 poupées par mois, c'est énorme. Cela veut dire qu'il y a plein d'hommes qui trouvent ennuyeux d'aller rencontrer quelqu'un, ou même d'aller aux putes. Ils se contentent de leurs fantasmes, parce que ça les saoule de se taper la chose. Ils trouvent ça fatigant. Ils se contentent du côté virtuel, Ibidem, page 214. Ces êtres qui s'enferment, qui préfèrent vivre le dehors-dedans, souffriraient d'un excès d'imagination pour cet ingénieur. Mais il faut bien voir aussi, comme le souligne Agnès Giard, que le mot japonais otaku, chez soi, créé aussi comme les Love Dolls, dans les années 1980, a d'abord désigné de façon stigmatisante des jeunes hommes socialement inadaptés, enfermés dans un monde imaginaire, incapables de se confronter à de vraies femmes. Mais ce terme, dans les années 1990, devient progressivement associé à l'idée d'une culture jeune, incluant aussi des femmes. Dans les années 1980, les otaku étaient considérés de façon très péjorative comme des introvertis calfeutrés, isolés, cultivant leurs fantasmes à l'abri du monde réel. Dans le contexte d'une société en pleine mutation, celui des années 1990, la population des otaku a acquis son droit à l'existence et trouvé une place légitime au Japon grâce, d'une part, au succès international de l'industrie de l'animation et de façon plus significative, à la popularisation du virtuel dans la vie de tous les jours. Ida 2000, page 426. Nous retrouvons ici la question des normes de vie que je laisse ouverte, mais on sait combien la société peut s'ouvrir ou se refermer sur toutes ces formes de vie des plus diverses. Avec l'exemple des Love Dolls, nous avons affaire à une complexité humaine que la réduction du phénomène à un simple robot sexuel risque de masquer. À l'hôpital, comme je l'ai abordé en préambule, nous nous trouvons de plus en plus amenés à vivre des expériences réduites à leurs expressions les plus simples, ramenées à des logiques techniques ou économiques. Le temps consacré aux techniques, aux machines, ne cesse de croître aux dépens de la relation humaine. D'évaluer, voire mépriser, la relation clinique demeure une activité secondaire, superflue et le temps qui lui est consacré se trouve toujours davantage réduit à une portion congrue. Cette hégémonie de la technique est encouragée par l'impératif de la lutte contre les maladies et leurs facteurs de risque. Il faut combattre le cancer, le diabète, l'obésité, ne cesse-t-on de nous dire. Les pionniers de la médecine algorithmique, numérique, se réjouissent de cette révolution qui converge aujourd'hui avec une nouvelle approche de la maladie et des moyens pour la combattre. Lutter contre les maladies, ce n'est pas prendre soin du malade et comme le soulignait déjà Canguilhem, au fond dans la maladie, ce qu'il y a de moins important c'est l'homme, Canguilhem 1943, page 53. Médicaliser ce n'est pas soigner, Del Volgo 2013 am. Et médicaliser aujourd'hui, c'est d'abord numériser le vivant.
Évaluation et rentabilité à l'hôpital. Les organisations du travail à l'hôpital ont changé ces dernières décennies. Le rythme s'est fortement accéléré avec moins de personnel et beaucoup plus de technicité. Des appareils sophistiqués d'examen et de traitement ne cessent de se multiplier, et les robots ont fait leur entrée en chirurgie depuis les années 2000. C'est ainsi qu'un jour un anesthésiste me dit, au téléphone, qu'il faut vérifier la disponibilité du robot pour pouvoir programmer les examens et la chirurgie d'un patient. A-t-il entendu sa drôle de formulation ? Cet asservissement aux machines qui nous est imposé et que nous intériorisons si bien, se vérifie au quotidien des pratiques à l'hôpital. Le dossier patient informatisé, DPI, a commencé à se déployer dans l'ensemble des hôpitaux en 2012. Le partage des informations du patient avec un grand nombre d'acteurs de santé et au-delà est considéré comme un grand progrès. Mais la divulgation d'informations confidentielles peut se faire en dépit des sécurités censées protéger le patient, et l'accès à ces informations a rapidement donné lieu à de nombreuses plaintes d'usagers. Le DPI est un des éléments d'un système intégré d'information de santé, permettant la gestion du dossier du patient, la gestion des processus liés à l'activité de soins, et la planification des ressources mises en œuvre dans la production des soins. Avec par exemple, la société Axigate créée en 2002, l'évaluation de l'activité des services et des médecins est possible, évaluation de la production d'actes de soins. L'hôpital est aujourd'hui comparé à une usine, compte tenu de la production des actes qui lui est demandée. Dans cet environnement peu propice aux soins traditionnels, la fonction de produisant se réalise en abandonnant les autres missions. Le chercheur est aujourd'hui un produisant et la production d'une équipe ou d'une université s'évalue par exemple en calculant la proportion de chercheurs et d'enseignants-chercheurs produisant en recherche et valorisation au sein d'une équipe ou d'une université. L'activité du chercheur lui-même s'évalue par le nombre de ses publications dans des revues à impact factor élevé dans une période donnée. À l'hôpital, la politique du chiffre est tout aussi importante. L'hôpital reçoit un nombre croissant de patients pour un nombre croissant d'examens et de soins à forte rentabilité. L'hôpital est financé depuis 2008 selon la tarification à l'activité, T2A, ce qui pousse tous les acteurs de l'hôpital à accroître activité et rentabilité. Notons au passage que le coût du déploiement d'Axigate a été évalué, par exemple pour les hôpitaux publics de Marseille, à un montant de dépenses égal à 15,2 millions d'euros sur 2013-2017, dont plus de 6 millions pour des recrutements spécifiques évalués à hauteur de 23 postes, ce qui de l'avis de l'organisme expert est très coûteux pour l'hôpital. Ces politiques de santé ont un coût d'autant plus délétère qu'elles conduisent à baisser les effectifs des soignants pour une bonne rentabilité économique. Le prix Blaise Pascal a été décerné, en 2016, à la santé connectée d'Axigate. Un autre outil informatique a fait son entrée à l'hôpital, en vue d'évaluer la recherche qui s'y développe. Dans les hôpitaux universitaires aujourd'hui, il faut publier pour soigner, publier dans les revues à impact factor pour pouvoir y travailler et faire carrière. Et la publication rapporte, elle est rentable pour l'hôpital. Elle devient primordiale quitte à déléguer le soin à d'autres puisqu'il faut tout de même soigner pour publier. Le soin sert à la publication dans l'intérêt du praticien et de l'institution par ses retombées. La santé serait notre bien le plus précieux et elle le reste, même si elle en devient totalitaire. Gori et Del Volgo 2005, et se mêle de gérer nos moindres comportements. L'outil d'évaluation pour mesurer la production scientifique des médecins, des équipes et des établissements se nomme SIGAPS, Système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Le projet SIGAPS a été initié au CHRU de Lille en 2002, avec pour objectif d'aider au recensement et à l'analyse des publications scientifiques référencées dans Medline, base de données bibliographiques médicales pour les établissements ayant des activités de recherche médicale. Les équipes du CHRU de Lille ont conçu et mis en œuvre un logiciel de bibliométrie automatisant le processus de recensement, d'évaluation et d'analyse des références bibliographiques. Le projet SIGAPS vise donc, depuis 2007, à généraliser l'utilisation du logiciel SIGAPS à l'ensemble des CHU, avec des indicateurs partagés des résultats de l'activité de recherche fondés sur la publication scientifique.
Le score SIGAPS conditionne directement la part modulable des missions d'enseignement, recherche, référence, innovation, mairie, attribuées aux établissements bénéficiant de ces crédits. Aujourd'hui, SIGAPS poursuit sur sa lancée au-delà de la médecine et des partenariats internationaux sont à l'étude. Sur le site L'Actu des CHU, on se félicite de cette belle réussite pour l'équipe lilloise qui a su rendre visible la recherche, une mission hospitalo-universitaire qui peinait à se définir et fut longtemps assimilée à la zone d'ombre des CHU. Grâce à ce logiciel, la dimension scientifique des équipes s'impose désormais comme un enjeu stratégique. Il faut savoir que le score SIGAPS est pris en compte dans le recrutement des hospitalo-universitaires, professeurs et maîtres de conférences et il s'inscrit dans la logique de rentabilité des activités de soins. La préoccupation essentielle est de rendre visible la recherche qui rapporte alors que le soin lui-même demeure négligé, aucun effort de visibilité à l'horizon. Il est vrai que le soin a un coût humain, il est donc peu rentable parce qu'incertain à numériser selon des critères évidents. Avec la souffrance au travail qui se manifeste de plus en plus, mieux vaut ne pas trop parler du soin qui risque de faire perdre du temps aux infirmières de moins en moins nombreuses, management, organisation du travail et RPS sont plus rentables et plus efficaces à court terme, Del Volgo 2013b. Quant à la colère des soignants, le pouvoir fait le pari qu'elle finira par retomber. En septembre 2016, lorsque la communauté infirmière a été endeuillée de 5 suicides en quelques semaines, les infirmières s'indignent de la dégradation constante de leurs conditions de travail. Elles se sentent abandonnées par les pouvoirs publics, et n'ont plus confiance dans les organisations censées les représenter. Ces infirmières en colère se considèrent méprisées depuis des lustres, et doivent travailler en silence. Et les infirmières aussi vont devoir faire de la recherche à l'hôpital, leurs études devraient progressivement intégrer l'université avec un cursus LMD, licence master doctorat, une manière d'anoblir le métier tout en le dénaturant. La rationalité pratico-formelle, Gori 2013, prévaut une fois encore sur la rationalité éthique, clinique. La pensée est réduite à des traits formels, et les chercheurs comme les professionnels de santé sont contraints à ne s'exprimer que dans le langage de l'idéologie dominante, dans les formes normalisées et standardisées du système technicien, Gori 2011 page 47. La fièvre techniciste et évaluationniste, Del Volgo 2012, sévit partout sans savoir comment soigner cette nouvelle maladie. Notre société est bien malade, et les infirmières ont raison de se mettre en colère. Et méfions-nous lorsque les soignants sont incités à faire de la recherche, une promotion de pacotille qui les oriente vers une recherche peu exigeante consistant à mouliner des données, à produire de beaux documents grâce au logiciel PowerPoint et à publier. On ne peut s'improviser chercheur du jour au lendemain. La recherche nécessite de la créativité et un temps long. Cette nouvelle injonction des établissements de santé ne fera que détourner encore davantage le soignant du soin. Le soin déjà empêché de multiples manières à l'hôpital, comme je peux moi-même en témoigner avec Madame F. Le soin empêché à l'hôpital. Madame F, 60 ans, est une patiente de l'hôpital, autrement dit et comme beaucoup d'autres patients, elle est prise en charge par de nombreuses équipes hospitalières. J'avais eu l'occasion de rencontrer quelquefois Madame F au EFR, et si j'en viens à parler de cette patiente, ce n'est pas de nos rencontres dont il s'agit mais de l'environnement qui vient empêcher le soin au sens où nous l'entendons habituellement, le souci de soi, le thérapeutique qui ne peut se réduire au iatrique, au soin médical qui prend en charge la maladie au détriment quelquefois du malade. Aujourd'hui, je garde le souvenir d'une dame ronde aux yeux bleus, en fauteuil roulant. Elle est toujours accompagnée de son mari, mais à chaque fois je la vois seule dans mon bureau. La dernière fois que je l'ai rencontrée, cela faisait 2 ans qu'elle était sur liste d'attente pour une greffe pulmonaire. Elle peut à peine respirer, et depuis tout ce temps, elle attend que le chirurgien l'appelle pour la greffe. Elle ne peut quasiment rien faire d'autre qu'attendre, pas moyen de partir pour un petit voyage. Elle se sent coupable vis-à-vis de son mari qui ne peut rien faire d'autre aussi, attendre nuit et jour. Une greffe pulmonaire se fait en pleine nuit le plus souvent, elle ne peut être programmée puisqu'elle dépend de la disponibilité d'un greffon et de la mort brutale d'un donneur, d'un accident de la route, d'un AVC ou d'un suicide par exemple. J'entends la plainte de Madame F, mais nous gardons toutes deux l'espoir de cette greffe pulmonaire qui va enfin arriver. Nous ne voulons pas en douter.
Ce faisant, leur horizon à eux deux, elle et son mari, peut rester ouvert. 2 ans, c'est un temps très long d'attente pour les patients listés. Il n'est pas sûr du tout que le peu de souffle qui leur reste leur permette d'attendre aussi longtemps. Pour Madame F, le temps passe et je ne la vois pas revenir aux EFR. Quelques patients occupent plus mes pensées que d'autres et pour cela, il m'arrive de prendre de leurs nouvelles par ce fameux DPI d'Axigate entre 2 passages au EFR. Lorsque j'ouvre pour la première fois le dossier de Madame F après sa dernière venue, je constate qu'elle a été greffée et qu'elle est depuis 2 mois en réanimation. L'espoir est encore là. Quelques autres patients ont pu récupérer après plusieurs mois de réanimation et revenir aux EFR après la greffe. Je continue de prendre des nouvelles de temps à autre de Madame F par Axigate et je n'y trouve quasiment rien. Les examens de laboratoire sont quotidiennement effectués. De temps à autre une fibroscopie. Madame F est toujours bien vivante bien que toujours en réanimation. Quand nous arrivons aux 6 mois de réanimation, apparaît l'avis spécialisé d'un psychiatre, un interne, appelé pour l'évaluation d'un syndrome dépressif. Le psychiatre constate que Madame F n'a jamais eu de suivi psychiatrique, jamais de traitement antidépresseur. Dans cet avis, il est rapporté que Madame F est hospitalisée en réanimation depuis 6 mois pour les suites d'une greffe bipulmonaire pour une maladie pulmonaire rare, et qu'elle présente un fléchissement thymique, avec perte de l'élan vital et pessimisme marqué. Elle a été mise sous fluoxétine il y a 20 jours, sans franche amélioration. L'avis conclut à un épisode dépressif caractérisé, d'intensité modérée, dont les symptômes persistent malgré la fluoxétine dont la posologie doit être multipliée par 2, 40 mg. La semaine suivante et compte tenu du rôle potentiel du traitement antidépresseur par fluoxétine dans l'élévation des transaminases, la conduite à tenir est d'arrêter immédiatement le traitement, mais en cas d'apparition d'une symptomatologie mélancolique, le traitement antidépresseur sera à reprendre. Une semaine plus tard, la patiente présente toujours d'après l'avis spécialisé, une symptomatologie dépressive franche, une persistance et une majoration après l'arrêt du traitement antidépresseur et secondairement à des complications somatiques non précisées, c'est l'Effexor qui est introduit puis arrêté. D'autres molécules vont suivre pour in fine arrêter tout traitement antidépresseur que la patiente considère, toujours à la lecture de l'avis du psychiatre, comme une béquille, avec des détails cliniques suivants, idée de mort, découragement et anxiété persistante. 6 jours après ce dernier avis, un nouvel avis mentionne qu'il n'y a pas de symptômes dépressifs à l'entretien, et pas de nécessité de reprise du traitement antidépresseur à ce jour. Qu'est-ce qui fait qu'en 6 jours tout semble aller beaucoup mieux pour Madame F? C'est le changement d'interne. L'avis est des plus succincts cette fois, et son dossier reste désespérément vide. L'antidépresseur, cette béquille, selon Madame F, pour elle qui ne peut quasiment plus se lever depuis des années, c'est un peu comme le Captagon, cette drogue au service du djihad. Affronter la mort, accepter de mourir pour des causes qui nous dépassent, au nom de fausses espérances auxquelles nous avons cru, c'est mission impossible à moins que pouvons-nous croire. Des molécules chimiques, solutions techniques simplistes, nous aident à lutter contre nos peurs et nos angoisses lorsqu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Madame F a gagné 24 mois de vie dans l'attente de la greffe, et depuis la greffe quelques mois de plus. Madame F mourra en réanimation 11 mois après la greffe. Que signifient ces années en plus? Toutes ces souffrances imposées par les progrès techniques ont-elles un sens? Le système technicien envahit toutes elles des métastases, disait Jacques Ellul, professeur d'histoire du droit, sociologue et théologien protestant français. Cet homme du XXe siècle considéré comme un penseur du XXIe siècle se demandait à juste titre, si avec les techniques actuelles on ne volait pas à l'homme le moment le plus important de sa vie, sa mort, Ibidem page 333. Partout où la technique progresse, les préoccupations humanistes tendent à reculer. La technique n'est pas une simple application de la science, elle est une transformation autonome de la pratique. La technique impose son tempo, son système, dit Jacques Ellul 1977. Elle soumet l'homme, et le numérique n'est peut-être qu'une étape supplémentaire dans cet asservissement que le progrès technique impose. Jouer et travailler avec le numérique. Pour ne pas en être esclave et y perdre son âme, il nous faut résister à la dématérialisation numérique des rapports humains. Adjadj, 2014.
détourner le numérique de son objectif de performance et d'efficacité jusqu'à pouvoir en jouer. Dans le cas de Madame F, grâce à Axigate, j'ai pu obtenir des renseignements que je n'aurais jamais pu obtenir sans cette traçabilité des données numériques. La psychiatrisation de la patiente avec ses impasses, ses maladresses jusqu'au non-sens, est intéressante pour pouvoir penser le soin. À condition, bien sûr, de reprendre la situation clinique et de pouvoir en discuter dans le but de mieux prendre soin de la patiente en particulier, et de mieux former les soignants. Il est clair que ces buts ne sont pas atteints dans ce cas, faute de pouvoir en parler avec les équipes, mais il n'empêche qu'avec Madame F, nous voyons que ces données peuvent être intéressantes à consulter au-delà du seul objectif médical de prise en charge de la maladie. L'épreuve du face-à-face dans la relation clinique doit être maintenue coûte que coûte alors même que le numérique et l'ordinateur qui le matérialise tendent à la rendre obsolète, inutile, superflue. Me concernant, cela consiste par exemple à toujours associer le patient dans la recherche d'informations le concernant. Sous prétexte de cet outil numérique que constitue le DPI, les patients arrivent très souvent pour leurs consultations et leurs examens sans lettre d'accompagnement. Une sorte de fantasme nourrit ces nouvelles habitudes, fantasme que tout serait dans le DPI. Sauf que par exemple, un test de marche est demandé pour tel patient incapable de marcher, telle cette dame âgée en fauteuil roulant et dont je me rends compte en la regardant qu'elle est amputée d'une jambe. En référence au philosophe Gunther Anders, 1902 à 1992, auteur de l'obsolescence de l'homme et pour qui il était indiscutable que le visage est devenu aujourd'hui un résidu, une pièce obsolète. Anders, 1956, Fabrice Adjadj écrit « Quand domine le fantasme de l'homme autoconstruit, règne aussi la honte d'avoir un visage. » Adjadj, 2014, page 179. Lorsque je consulte le DPI en présence d'un patient, je lui parle du résultat de ses recherches. Je lui raconte un diagnostic rassurant ou un autre qui l'est moins, mais que je me sens capable de communiquer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.